Salam alaikum. Bonsoir, monsieur Souleymane Medjali, surnommé SMS. Je rappelle encore une fois que vous êtes l'ex-ambassadeur des Comores aux Nations Unies. Vous étiez le directeur général de l'ORTC. Vous avez déclaré la guerre depuis l'origine de votre candidature au présidentiel de 2019 aux Comores. Ça fait 15 jours, jour pour jour, que vous êtes venu à Marseille dans le grand majlis qui a rassemblé tous les Comoriens de l'extérieur, puisque nous avons récolté des fonds de tous les Comoriens qui se trouvent à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes le 17, vous avez décidé pour la première fois de participer à la manifestation, voire même de sortir votre premier discours dans les manifestations de Marseille. Je demande tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé de faire ce discours à Marseille aujourd'hui? Bonsoir ou bonjour selon le moment où vos téléspectateurs ou vos auditeurs vont suivre cet échange. Vous remerciant aussi pour l'intérêt que vous continuez à porter au combat que nous menons pour mieux informer la population comorienne et au-delà de la population comorienne sur ce qui se passe dans notre pays et le travail qui se mène dans différentes villes de France afin de contribuer à changer un état de fait qui ne permet pas le minimum de liberté d'expression dans notre pays. Alors pour répondre rapidement à la question, pourquoi? C'est que, comme je l'ai dit dans mon intervention, je suis un Marseillais. C'est une ville qui m'a élevé, qui m'a permis de vivre, qui m'a permis d'y fonder un foyer, d'avoir des enfants. Donc, je pourrais dire qu'à Marseille, je me sens comme un poisson dans l'eau. Donc, effectivement, je ne m'exprime pas beaucoup dans les manifestations parce que il y a suffisamment de monde pour s'exprimer dans les manifestations. Et moi, j'ai d'autres cadres, d'autres canaux d'expression, et notamment par le travail diplomatique que j'effectue depuis plusieurs mois. Et en même temps, je me limite à contribuer à l'orientation, à l'organisation du combat. Cela ne nécessite pas nécessairement de parler à chaque fois. Maintenant, Marseille, la première ville comorienne dans le monde, en termes de population, en termes de représentation, si j'allais dire de pourcentage d'une communauté dans une ville, je crois que nous sommes au moins à 10% de la population marseillaise, ce sont des originaires des Comores. C'est une ville symbolique et les symboles ont leur importance. Alors, nous sommes dans une phase particulière du combat que nous menons depuis plusieurs mois. C'est pour cela que j'ai répondu à l'invitation des organisateurs de la manifestation de m'y exprimer. Et ce fut un grand moment pour moi, historiquement parlant, mais aussi ça m'a été très agréable de retrouver les camarades de lutte. Une deuxième question, nous allons rentrer dans la question qui fâche, puisque nous allons parler de ce qui s'est passé ce week-end, puisque ce week-end à Paris, vous avez dépassé ce qu'on peut dire la diplomatie, puisque vous avez directement déclaré la guerre à Azali Assoumani dans le Forum de la paix à Paris. Les Comoriens veulent savoir quel est le message qui se cache derrière ce geste, puisqu'on a l'habitude de voir la diplomatie passer d'une manière administrative, mais ce week-end, SMS a pris la parole d'une manière un peu plus que d'habitude, en transgressant la diplomatie, si vous voulez. Quel est le message que vous avez caché derrière ce geste? Transgresser la diplomatie, c'est beaucoup dire. Hein. Vous savez, je vais juste donner un exemple. Un ancien président de l'Union soviétique, Khrouchtchev, avait même une fois, aux Nations Unies même, sorti sa chaussure et tapé sur la table. Donc, il y a des moments où on sort du cadre, comme on dit, de politiquement correct pour exprimer la réalité. Or, dans cette situation, le contexte est tout simple.
Nous étions dans un forum pour la paix, et tous les forums tels qu'ils sont organisés, il y a les intervenants, et il y a le public qui questionne les intervenants, et du public qui exprime ses idées. C'est ça un forum, c'est la définition même d'un forum. Et j'ai assisté dans la même salle à 3 thèmes qui se sont déroulés successivement, où il y avait cette méthodologie. Des intervenants, des questions, des points de vue du public. Et il y a eu ce thème sur le climat, le changement climatique, où M. Assoumani Azali intervenait. Et ça durait pour chaque séance 1 heure de temps. Tel que ça a été organisé, il a été complètement impossible au public ni de poser des questions, ni de donner un avis. Lorsque l'animateur de ce débat, entre guillemets, puisque ça n'a pas été un débat, c'était entre des intervenants qui se renvoyaient leurs propres avis, lorsqu'il a annoncé qu'il n'y aurait même pas de questions, j'ai estimé que cela n'était pas normal, ce n'était même pas dans la règle du forum, c'était eux qui transgressaient la règle du forum, et je me suis dit, j'ai le droit de m'exprimer. Je me suis exprimé en rappelant que c'est encore pire, parce que c'était ramener des méthodes de dictature dans un pays pour revenir les utiliser dans un forum mondial. Donc je me suis exprimé ainsi. La deuxième chose, il n'y a rien à cacher, il n'y avait rien derrière. C'était aussi de dire à M. Assoumani Azali que quel que soit là où il sera, il y aura un Comorien devant lui qui lui dira ce qu'il pense. Que ce soit dans un forum international, que ce soit dans un cadre national, que ce soit même dans un cadre de quartier, s'il s'amuse d'aller dans un quartier, parce que vous voyez bien qu'il y a des villes et des villages qui l'interdisent d'aller dans des manifestations religieuses, et je ne crois pas qu'on ait déjà vécu ça dans notre pays. À chaque fois que l'occasion se présente, M. Swali Mohamed Swali, vous rappelez à Azali Assoumani qu'il y a eu un certain Compaoré qui a quitté le pouvoir parce que le temps était venu. On a vu ce que vous avez déclaré, on ne va pas revenir là-dessus dans le Forum de Paris, mais ce dimanche, nous avons aussi vu que votre geste a été bien interprété. En Tsoudjini, il y a eu les jeunes Comoriens qui se sont vus là-bas pour organiser ce qu'ils appellent, ou bien ce que vous avez appelé à faire, à savoir un soulèvement populaire. Est-ce que ce geste de Paris, conjugué avec la réunion d'aujourd'hui en Tsoudjini, est un plan bien élaboré? Est-ce que le rappel systématique à Azali Assoumani, c'est une manière de lui dire de quitter pacifiquement plutôt, excusez-moi, ou bien c'est une manière de lui dire que forcément il n'a pas du tout la main dans le pouvoir? Là, M. Assoumani Azali, lui, il a pensé qu'il suffisait de faire un hold-up électoral, comme il a eu l'occasion de le faire, un putsch, et que tout le monde va finir par s'adapter, dire on n'a pas le choix. Moi, je voudrais à chaque occasion lui rappeler que ce monde-là est fini. Ce monde de gens qui pensent qu'il suffit de faire un putsch, qu'il soit militaire, qu'il soit électoral, et qui continueront à exercer leur pouvoir tranquillement. Ce monde-là est totalement fini. Je lui rappelle les cas de Compaoré qui était plus fort. C'est beaucoup plus fort le système Compaoré que celui de M. Assoumani Azali. Dans un pays qui est encore mieux organisé, un État mieux organisé que le nôtre. Ben, je pourrais lui rappeler d'autres cas. Il n'y a pas si longtemps, El-Béchir a dû quitter le pouvoir au Soudan. Tout comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, qu'il y a eu le cas de Ben Ali en Tunisie, il y a eu le cas de l'Égypte. Ce sont des situations qui démontrent, et si je voulais rajouter, pas loin des Comores, il y a eu, paix à son âme, un président qui a pensé que toute sa vie serait chef d'État et qui mourrait chef d'État au Zimbabwe, et il a quitté le pouvoir juste avant de mourir. Encore que les gens ont été gentils en se disant bon, c'est un vieux, on le respecte, mais les choses peuvent mal tourner, comme ça a mal tourné en Libye. On peut penser que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, chacun son point de vue, mais ça a mal tourné.
Alors, je le rappelle à chaque fois à M. Assoumani Azali qu'il partira, qu'il y aura une insurrection populaire. Que ça lui plaise ou non, ça va se passer. C'est comme une marmite sous le feu. À un moment donné, ça bout. Et quand ça bout, il y a même des moments donnés, le couvercle saute. Et ça va sauter, c'est ainsi. Et on peut reprendre le cas dans notre pays, même du volcan. Le volcan, on a l'impression qu'il ne bouge pas. Et puis un beau jour, il y a une éruption, vous ne savez même pas d'où ça vient. Et du point de vue social, du point de vue politique, nous sommes devant ce même type de phénomène. Ce n'est pas mécanique, c'est un ensemble d'éléments qui finissent par concourir jusqu'à ce qu'à un moment ou un autre, ça déborde ou qu'il y ait une étincelle qui met tout le feu à la plaine. Parlons un peu de l'image qui a pris tout le monde en vitesse. On a vu des images de Swali Mohamed Swali, accompagné de son ami Junaïd et le président comorien. Ces images ont fait beaucoup d'encre. Et tout d'un coup, on aimerait savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit, puisque les professionnels de l'image ont vu Swali Mohamed Swali, une personne très déterminée, la tête penchante, qui disait quelque chose à Azali Assoumani, et on voit Azali Assoumani, le visage de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Et tout d'un coup, nous avons vu le camp du président Azali Assoumani qui ont inondé les réseaux sociaux de ces images pour essayer de tirer profit de ces images. Et quelques minutes après, nous avons vu cette déclaration fracassante de Swali Mohamed Swali dans le forum de la paix à Paris. Qu'est-ce que vous vous êtes dit réellement? Et surtout, qui a pris qui en vitesse dans cette image-là? D'abord, il faut dire que c'est M. Assoumani Azali qui s'est déplacé pour venir me voir. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin de parler aux gens à ce point, mais je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Mais c'est lui qui s'est déplacé pour venir me voir. M. Junaïd n'est pas un ami. C'est quelqu'un qui a épousé une de mes cousines. Donc on s'est salué et on a eu des discussions où chacun affirmait ses positions. Et il m'a proposé qu'on aille voir M. Assoumani Azali, et je lui ai dit non, que je n'avais rien à lui dire. Après, il a discuté avec l'ambassadeur des Comores à Paris, et il m'a annoncé que voilà, M. Assoumani Azali vient avec sa délégation. Donc, ils sont venus, il m'a salué en faisant sa petite blague. Excusez-moi si je dis une blague à 2 balles, disant « Monsieur SMS, pourquoi ne m'envoyez pas de SMS ?» Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Je m'en suis moqué. Je ne l'ai pas dit, ni A ni B. J'ai rien dit. Je me suis tourné. En français, on peut dire 2 choses. On peut dire rire jaune. Moi, j'ai ri jaune. Ou on peut dire je m'en moque. Et sincèrement, au fond de moi, je m'en moquais. Mais j'avais une option. C'était refuser tout bonnement d'avoir un quelconque contact ou de laisser faire. J'ai choisi de laisser faire. Pendant ce temps, je voyais son photographe, un photographe officiel, hein, c'est pas quelqu'un qui était là par hasard. Il est venu avec la délégation, en train de mitrailler des photos. Je me suis donné dans ma tête, ils sont peut-être en train de chercher une provocation. Peut-être. Ou peut-être qu'ils ont cru que réellement j'étais là-bas pour chercher à m'entendre avec eux. C'est ce qui se passait dans leur tête, je ne pouvais pas le savoir exactement. Mais le plus important pour moi, c'était d'éviter de céder à une provocation. De céder à une quelconque situation qui pourrait permettre, parce que c'est une délégation officielle, à ce qu'on puisse demander à ce que je sois évacué de la salle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu, c'était plutôt dans le couloir, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire à la sécurité. Si on s'était fâché à ce moment-là, si on s'était énervé à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'ils auraient pu dire à la sécurité. Et peut-être que le temps que je m'explique, la sécurité aurait pris des dispositions. Parce qu'il faut savoir une chose. Je ne m'intéresse pas à M. Assoumani Azali en tant que président ou chef d'État. Cela ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est un dictateur et je me bats contre un dictateur. Mais il était invité là-bas comme un chef d'État. Et de ce point de vue-là, il y a des mesures de sécurité qui sont prises, qui peuvent me plaire ou ne pas me plaire. Donc j'ai évité ce moment-là. Et je pourrais dire peut-être que je les ai endormis un peu.
Ils se sont peut-être dit que, bon, celui-là, il ne sait pas trop pourquoi il est là, ou peut-être qu'il cherche à discuter. Cela me donnait le temps nécessaire pour me préparer au débat. Je me suis préparé à un débat. Et je me suis préparé de deux manières. Ce qu'on appelle d'habitude un plan A et un plan B. Si on me donnait la possibilité de m'exprimer, c'était le plan A. Et j'ai un texte d'ailleurs que je viens de faire publier, que j'avais déjà élaboré, que je viens de faire publier auprès de mes amis. Qu'est-ce que j'aurais dit si on m'avait donné la parole? Et si on ne me donne pas la parole, parce qu'il faut toujours prévoir ce qui est possible, même si ce n'est pas normal dans un forum qu'il n'y ait pas débat, et je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas eu débat, je me suis dit, s'il n'y a pas, qu'est-ce que je ferais? Et bien, je me suis dit, je ne me priverai pas de parler. C'est mon droit de parler, et j'étais invité à un forum, en tant qu'invité à un forum, j'ai le droit de m'exprimer. Et je n'allais pas rater cette opportunité de le dire en face, ce que je pense, devant les gens qui organisaient ce forum, de savoir que le peuple comorien, la communauté comorienne en France, n'allait pas accepter tout simplement que quelqu'un vienne ici raconter ses histoires, ses boniments, ses salades, comme quoi on est en train de préparer une émergence économique dans notre pays, alors qu'on n'arrive même pas à payer les salaires, alors qu'on n'arrive même pas à assurer un minimum en termes d'énergie, d'eau, pour la population, de système de santé, et de venir nous dire que nous allons construire des infrastructures adaptées au changement climatique. Je vous donne un exemple simple, hein, pour qu'on puisse mesurer ce dont je dis. Si je prends des exemples comme l'île de la Réunion, l'île Maurice, qui sont à côté de chez nous, en termes d'énergie, ils tournent autour de 700 à 800 mégawatts. La Réunion et l'île Maurice chacune. Nous ne sommes même pas à 10 mégawatts. L'île Maurice ne chante même pas l'émergence. Vous voyez bien la différence d'approche, de méthodologie sur des questions aussi essentielles. Alors je me suis dit, ben, je vais faire une déclaration, soit une question orale normale, et j'étais persuadé qu'il ne pourrait pas répondre. Quand on regarde, ou quand on écoute ce qu'il raconte, on voit très bien qu'il n'est pas à la hauteur de ce genre de débat. Et si on ne me permet pas de m'exprimer normalement, comme dans un forum, eh bien j'élèverai la voix, je ferai savoir que nous n'allons pas accepter qu'un dictateur vienne se promener à Paris et raconter des choses que les autres, ceux qui sont dans ce forum, n'ont pas idée, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait ce qui se passe aux Comores, ce n'est pas tout le monde d'ailleurs qui connaît les Comores, et il fallait leur faire savoir que nous avons en face de nous un dictateur putschiste récidiviste. Est-ce que c'est une manière de dire au peuple comorien que, vous voyez, il y avait toute la sécurité du monde, mais j'ai quand même réussi à lui dire ce que je pensais, à lui dire ce que vous, peuple comorien, vous pensez? Est-ce que c'est ça, une manière de dire aux Comoriens, levez-vous et dégagez Azadi? D'abord, moi, je ne me suis pas senti menacé dans ce forum. Hein. J'étais un invité, j'avais le droit de la parole. Si l'animateur du débat n'a pas voulu donner la parole, d'ailleurs, il m'a suivi après pour venir me dire que ce n'était pas de sa faute, que c'était la régie technique qui disait, je lui ai dit, ça c'est votre problème. Vous êtes responsable d'un débat, vous devez l'assumer. Vous n'avez pas à me donner des explications. Vous deviez permettre aux gens de vous exprimer. Il a essayé de se sortir de cet embarras, mais c'était son affaire, ce n'était pas la mienne. De la même manière, vous voyez, personne ne m'a bousculé. Pourtant, il y avait la sécurité dans la salle. Ça va vous étonner, mais la sécurité dans la salle m'a suivi aussi. Et est venue me demander, est-ce que vous voulez qu'on organise une discussion entre vous deux? Je leur ai dit, allez lui dire que je n'ai pas besoin de chuchoter avec lui. Et enfin, il y avait une journaliste qui est venue demander si nous avions fait une vidéo. Effectivement, il y avait la vidéo. Ils ont demandé si on peut leur remettre la vidéo parce qu'ils vont mettre ça dans le rapport sur la manière dont ce débat a été organisé. Et elle a rajouté, c'est son avis à elle, sincèrement, on a trouvé que votre président, là, il racontait des choses qui n'avaient pas vraiment d'importance. Vu ce qui s'est passé, M. Swali Mohamed Swali, est-ce que vous pensez que le forum des bailleurs de fonds, la conférence des bailleurs de fonds, comme il l'appelle plutôt, est-ce que vous pensez que Azali Assoumani a les yeux pour retourner à Paris le 2 et 3 décembre 2019?
C'est ce qu'ils pensent faire. Ils ont annoncé, ils disent qu'ils vont venir faire ce forum, d'ailleurs qui ne s'appelle plus Forum des bailleurs de fonds, qui s'appelle Conférence des partenaires. Quelle est la différence entre... Quand on parle de bailleurs de fonds, on parle d'investisseurs, et plus particulièrement d'investisseurs privés. Et dans le monde actuel, les pays dont on dit qu'il y a un développement, ça, quand on a ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Et quand il s'agit d'investissements directs, ce sont d'abord des investisseurs privés qui viennent travailler avec le secteur privé. Et là, on nous parle de conférences de partenaires. Conférences de partenaires où il y aurait l'AFD, où il y aurait la Banque mondiale et d'autres institutions financières, le FMI, etc. Au fond, ce sont ces mêmes institutions qui sont aux Comores. Pourquoi venir à Paris pour qu'on ait les mêmes partenaires, le PNUD, ils sont tous là. Ils auraient pu faire cette conférence à Moroni ou dans n'importe quelle partie du territoire national. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que ce n'est pas une réelle conférence à objectif économique, mais c'est une opération purement médiatique de propagande pour permettre à un régime, franchement, qui ne tient plus debout, de vouloir redorer son blason, se donner une image positive. Et de ce point de vue-là, non seulement au moment du forum, nous avons voulu montrer à notre population que nous nous battrons partout et que la population comorienne, comme on l'a vu aujourd'hui avec la jeunesse, comme on l'a vu récemment avec les femmes, comme on l'a vu dans les différentes villes et les différents villages qui s'opposent à sa présence dans des cérémonies, on va se battre partout. Mais, et c'est ce qui va se passer au moment de cette conférence des partenaires. Nous nous apprêtons à démontrer à la population française, aux médias, à la diplomatie mondiale, que ce régime, on n'en veut plus. Je vais vous donner un exemple, parce que les gens ils croient toujours qu'il suffit de dire qu'on va aider un pays et que financièrement que les choses vont s'arranger. Vous savez quand est-ce que ça a changé l'apartheid? C'est quand l'ANC et les Sud-Africains, avec un leader comme Nelson Mandela, a dit à toute l'Europe, aux États-Unis, nous ne voulons plus de votre aide. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus que vous envoyez de l'argent ici, parce que cet argent ne fait qu'aider l'apartheid à continuer. Alors, à partir du moment où il n'y avait plus d'argent d'Occident qui allait en Afrique du Sud, eh bien, les Blancs eux-mêmes se sont dit, mais nos entreprises ne peuvent plus tenir, il faut négocier. Alors, la négociation, vous voyez comment ça aboutit. Ça aboutit au premier président noir en Afrique du Sud. L'histoire est un peu bizarre parfois qu'on parle des premiers présidents noirs en Afrique, dans un territoire africain. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne voulons pas de cette aide-là pour un régime qui ne va que se servir. M. Assoumani Azali avait fini son mandat avec une conférence à Maurice. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Après, il y a la conférence de Doha. S'il voulait vraiment qu'il y ait un développement, pourquoi il n'a pas pris tous les projets adoptés à Doha, ou les idées de projets, ou les annonces qui étaient pratiquement arrivées à 540 millions d'euros, pour dire on travaille là-dessus, pour faire avancer. Mais la première chose qu'il a faite, c'était de couper les relations avec le Qatar, qui avait organisé cette conférence de bailleurs. Et enfin, par rapport à cela, il y a même des projets qui étaient déjà bien définis, quadrillés, quelques 25 grands projets à l'Agence nationale de promotion des investissements. Ils les ont tout simplement bloqués. Ils ne veulent pas de ces projets qui ont été déjà définis avec la Banque islamique, une institution financière très solide, avec des experts de cette Banque islamique. Il aurait suffi de commencer par ça. Non, on a voulu nous commencer par un semblant de projet de l'énergie. Et vous avez vu la dernière information concernant le consul honoraire des Comores en Tanzanie. Le monsieur vient de prendre la poudre d'escampette avec plus de 20 millions de dollars pour s'enfuir, alors que la commission anticorruption de la Tanzanie était à sa recherche. Voilà avec les gens avec qui M. Assoumani Azali veut traiter pour notre pays.
Une dernière question, monsieur Swali Mohamed Swali. Je répète que vous êtes l'ex-ambassadeur des Nations Unies, l'ex-ambassadeur des Comores aux Nations Unies, excusez-moi. Vous avez aussi travaillé à ORTC. Vous étiez candidat au présidentiel, mais votre candidature a été rejetée. C'est à ce moment-là que vous avez déclaré la guerre, si on ose dire ça, à Azali Assoumani. Et puis, vous avez décidé d'aller jusqu'au bout à partir du putsch électoral, comme vous l'appelez, qui s'est déroulé le 24 mars dernier. Et le forum, comme vous le qualifiez, j'ai oublié le nom du forum du 2 et 3 décembre prochain, est-ce que vous avez un plan de pousser Azali à l'annulation de ce forum? Je voudrais préciser une chose. Si M. Amin Seuf a un minimum de sincérité, il dirait à toute la population que je l'avais demandé de me rappeler plus d'1 an à l'avance, à la suite d'une assemblée générale que j'avais estimée catastrophique, et qui fera partie probablement de mes mémoires, parce qu'on arrive à un âge où on finit par prendre sa retraite, ce que M. Assoumani Azali ne veut jamais. Il cumule retraite de chef d'État, retraite de militaire, et il veut toujours continuer jusqu'en 2000, comme on dit. Maintenant, j'avais dit à M. Amin Seuf de me relever de mes fonctions plus d'1 an à l'avance. Il n'a pas voulu. À l'époque, je n'avais pas voulu démissionner, parce que quand on est ambassadeur aux Nations Unies et qu'on démissionne, je savais l'image que ça allait faire pour le pays. Je me disais peut-être qu'il faut donner, laisser une possibilité, parce que M. Assoumani Azali démontre qu'il veut faire quelque chose. Ça, c'est au moment-là qu'il parlait de ses assises, qu'il a fini par détourner de leur orientation qu'avait donnée Al-Marhoum Bazi Selim. C'était une assemblée générale catastrophique, mais je dirais que j'en parlerai dans les mémoires. M. Amin Seuf n'a pas voulu de cela. Je me suis dit, je peux faire quelque chose pour le pays. Et je me suis concentré sur toute autre chose et en refusant de participer aux assises. C'était le colloque pour le centenaire d'Al-Marhoum Said Omar Abdallah Mounibarak. Je remercie mon frère militaire avec qui on a été au Chioni ensemble chez l'imam Mounibaraka, puisque nous avons décidé de continuer ce travail. À ce moment-là, je me suis dit, je laisse un peu la politique. Je me concentre sur la préparation de ce colloque international et je ne le regrette pas. Mais après ce colloque, mes collègues à New York savent que je me préparais à partir, à quitter les États-Unis. Et j'ai choisi le moment des élections, parce que des fois, il faut savoir sortir par le haut et ne pas attendre d'être relevé de ses fonctions, même si, bon, cela fait partie des règles. Hein. On est nommé par décret, on peut être enlevé par décret. Mais, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les diplomates comoriens. Il y a plus de 20 diplomates comoriens qu'on a dit dégager, tout simplement, dans des conditions scandaleuses, qui ne correspondent à rien avec les normes diplomatiques et les normes administratives. Maintenant, au moment des élections, quand j'ai présenté ma candidature, vous le savez très bien, qu'on a inventé du n'importe quoi pour dire vous ne pouvez pas être candidat parce que vous avez 2 adresses. Alors que tout le monde sait que je suis comorien, j'ai une maison aux Comores et que j'étais ambassadeur aux Nations Unies, donc j'avais une résidence à New York, ce qui est tout à fait la base même de la vie de tout ambassadeur. Et même en termes de jurisprudence, il y avait l'ancien ambassadeur Mohamed Ismail, qui est aujourd'hui conseiller du président. Il était ambassadeur à Riyad. Il a été candidat aux élections présidentielles en 2016 aux Comores. Donc, ce n'est pas en soi un problème. Mais j'ai compris qu'on ne voulait pas de ma candidature. Et j'ai dit, tiens, on m'en donne encore une meilleure opportunité pour dire ce que je pense de ce régime tel qu'il est en train de se développer après ces assises catastrophiques, dangereuses pour le pays, mais aussi après un référendum dont tout le monde sait comment ça s'est passé, à peine, selon les plus critiques, 6% de participation, les plus souples, 20% de participation, en tout cas plus de 80% de la population
n'a pas participé à ce référendum qui permet à M. Assoumani Azali de dire qu'il peut rester, je ne sais pas jusqu'à quand, sur le fauteuil présidentiel. Alors, vous dites la guerre. C'est un militaire, M. Assoumani Azali. Il connaît le sens au moins de ce mot-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai décidé de me battre jusqu'au bout. Et je ne suis pas le seul, fort heureusement. J'ai commencé à dire, avant même les élections du 24 mars, les prétendues élections du 24 mars, ce que je pensais de ce régime, de ce qui allait se passer, une évolution négative pour notre pays. Et je me rends compte que j'ai eu raison, puisque la majorité, l'écrasante majorité de la population partage ce point de vue. Et Inch'Allah, nous allons y arriver avec les résultats que nous escomptons. Dire c'est fini, et ce n'est pas seulement fini pour Assoumani Azali, nous allons en finir, mais aussi plus jamais ça. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons tout simplement que la misère ne se rajoute pas à une dictature. La misère, ça suffit. Il faut qu'on en sorte de cette misère. Et il ne faudrait pas non plus qu'on nous rajoute l'impossibilité d'exprimer que nous avons faim, que nous avons mal, que nous avons l'impossibilité de concevoir une vie pour nos enfants, parce qu'il ne s'agit pas pour des gens de ma génération de prétendre construire pour une vie pour nous, mais au moins un avenir pour nos enfants. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs ce matin à El Maoulid ici à Marseille. Il nous reste, messieurs SMS, 3 minutes pour essayer de dire un mot à nos mamans qui manifestent partout dans le monde entier, notamment ici à Marseille, que nous nous retrouvons maintenant, à Paris, au Sénégal, campagne contre la dictature depuis plus de 7 mois, et surtout les Comoriens qui nous regardent actuellement et qui vivent la peur dans le ventre. Vous avez 3 minutes pour leur parler, excusez-moi. Je ne vais pas prendre plus de temps pour dire bravo à nos mamans, à nos sœurs, à nos épouses, à nos belles-sœurs qui se battent, qui montrent que notre pays change. Notre pays est en train d'évoluer d'une manière positive parce que les personnes que M. Assoumani Azali a traitées de la veste de chiotte, ben, il leur envoie un peu excusez-moi du terme, cette merde qu'il a voulu soulever sur notre population. Ben, on le lui renvoie. Et il va l'assumer, cette merde, dans l'histoire. Nos mamans, ce sont elles qui ont éduqué aujourd'hui des milliers de Comoriens, de jeunes Comoriens nés en France, qui sont des ingénieurs, des avocats, des médecins, des grands sportifs qui sont aujourd'hui font la fierté des Comores avec le Sélacanthe. Vous croyez que ça a été élevé par qui? L'État comorien n'y met même pas un centime dans l'éducation de ses enfants qui aujourd'hui voient leur maman se soulever pour dire stop, nous ne voulons plus de cette vie. Alors, par rapport à cela, effectivement, les étudiants au Sénégal se mobilisent, ceux qui sont à La Réunion se mobilisent, et nos compatriotes aux États-Unis, on a un compatriote qui est tout seul au Japon, et vous voyez le travail qu'il fait, M. Chami. Il est tout seul, il aurait pu s'endormir, et les gens ne savaient même pas qu'il était là-bas. Mais il consacre tout son temps. Alors, M. Assoumani Azali, il va aller où avec ça? Jusqu'où pense-t-il qu'il peut aller? On ne peut pas tromper un peuple tout le temps. On peut peut-être essayer une fois. Les gens peuvent croire, comme il a fait croire, qu'il a changé. Eh bien, comme on dit, la nature revient vite au galop. Il est redevenu ce qu'il a été, un putschiste, rien qu'un putschiste, et il finira ainsi comme tous les putschistes. Azali Assoumani est un putschiste et il finira un putschiste. C'est ces propos de Swali Mohamed Swali que nous finissons notre entretien. Merci SMS d'avoir accepté de répondre à notre invitation et nous espérons très prochainement de nous revoir, Inch'Allah. Bonne soirée. Inch'Allah.